Fred Bastien, on vient de terminer un segment Premièrement, honorable, bonjour. qui parlait de choses qui vont bien. Oui. Toi, est-ce que tu trouves qu'il y a des choses qui vont bien dans la société? Mais à la question médiatique, là, est-ce qu'on chiale trop? Faut pas oublier que les êtres humains, on est prédisposés à accorder plus d'importance aux choses qui vont mal qu'aux choses qui vont bien. Pour la survie. À la base. C'est normal, justement, t'es dans la forêt, là, il y a comme 150 000 ans, puis t'as une chance d'avoir un danger, mais tu te dis, oh mon Dieu, il faut que je porte attention à ça. Puis c'est là qui vient tout le concept opposé à ça, qui est la gratitude, puis justement, tu sais, la pleine conscience. Puis bon, on revient au rôle des médias. Oui, le 4e pouvoir. Le 5e pouvoir, c'est l'Internet. Mais oui, le 4e pouvoir. On est l'Internet. Aussi, absolument. Mais il y a aussi les impératifs pour tous les médias d'aller chercher des yeux, puis d'aller chercher des regards, puis donc de viser une certaine performance des contenus. Ce qui, selon moi, a du sens quand on revient à qu'est-ce qui attire le plus l'attention des humains, les choses qui vont pas bien. Donc, tu sais, il y a le rôle là, puis je trouve qu'il y a de quoi de naturel. Mais moi, après ça, dans ma vie personnelle, j'essaie de toujours amener un peu de gratitude, de nuance au sujet que j'apporte aussi médiatiquement. Mais je trouve quand même qu'il y a un examen de conscience à, c'est vrai, tout ce que tu dis, je suis d'accord à 100%, mais d'apporter quand même une espèce de contrepoids pour pas être juste cynique. Ouais, puis même, il y a peut-être un scénario où ça fonctionne bien pour les médias parce qu'on sait que les êtres humains, on est aussi très intéressés par les retours aléatoires. Si chaque segment, c'est toujours ça va mal, puis une fois de temps en temps, t'en as un qui est comme hey, ça va bien, ouais, celui-là m'a amusé. Peut-être que justement, le consommateur est encore plus accroché à la station, aux médias en tant que tel. Est-ce que tu serais capable de faire 21 jours sans te plaindre? Je pense que oui. Je pense que oui. Honnêtement, ça m'arrive de me plaindre. Je pense qu'il y a aussi un baume psychologique au fait de se plaindre. Tu disais pourquoi est-ce que je veux verbaliser ça, Francis, quand tu te chiales ou tu te plains? Ben, c'est qu'on veut être entendu. T'sais, on veut, un, que ça sorte de nous, une fois, puis deux, que quelqu'un nous comprenne, puis là, on se sent un peu moins seul. L'empathie. Encore une fois, c'est ça, je reviens à la biologie. On veut partager nos souffrances parce que tout seul dans la forêt, tu dures pas longtemps. Une vingtaine de personnes qui partagent leurs souffrances, ça a plus de chances de fonctionner. C'est comme donc, moins pire, tout on ça dirait. aussi. Oui. Exact. Et je te repose ma question. Donc, qu'est-ce qui va bien dans la société québécoise aujourd'hui, en 2026? Les personnes les plus pauvres au Canada ont une meilleure vie, un meilleur confort matériel que les rois il y a genre 100 ans. Tu sais, comme je suis allé au Vietnam, puis voyager, ça te fait te rendre compte à quel point on est extrêmement privilégié ici à tellement d'égards, mais j'ai visité un des palais, là, puis j'ai vu le trône d'un des vieux empereurs de, je sais pas, il y a 152, 100, 300 ans, puis c'était une chaise en bois, puis j'étais là, hey, les fauteuils les plus terribles de notre époque sont meilleurs. Une douche chaude, ça existait pas pendant l'essentiel de l'humanité. Donc, bon, il y a une question de perspective, puis ensuite, le Québec continue de prospérer en tant que nation. Oui, il y a toujours des enjeux. On surveille le français, on surveille notre pérennité, mais je veux dire, on est là après toutes ces années. On a des gains économiques. Il y a des avantages aussi à la technologie. Il n'y a pas juste du mauvais des réseaux sociaux et de l'IA. Il y a des super grosses victoires qu'on voit venir à chaque jour. Donc, tout ça, moi, ça me rend optimiste. Ben, c'est vrai que quand on regarde certains pays, puis on regarde à quel point ils n'ont rien, puis ils sont heureux, puis ils n'ont rien, mais ils nous donnent quand même à manger quand ils nous voient. Il y a quelque chose là-dessus sur la résilience là, qui exact. te... Et là, je veux pas faire une boutade, mais tu sais, ils ont rien de matériel, ils ont tout. Exact. Oui, ils ont tout. Ils ont tout T'as au raison. niveau de l'humanité, du partage, la du famille. bonheur. Puis tu sais, on le voit quand les communautés sont très fortes. Encore une fois, j'ai eu la chance de voyager. J'ai passé 3 mois au Mali. J'ai vu des pays excessivement, j'ai envie de dire, des endroits assez pauvres là, en Asie du Sud-Est, entre autres. Puis je veux dire, c'est du monde qui a un sourire d'en face. Tout le temps. Une communauté, des parents, des amis, des sœurs, des familles. Puis là, justement, est-ce que cet individualisme-là, ce confort-là, nous éloigne pas de trucs qui nous rassembleraient autrement? C'est vrai qu'ils sont là les uns pour les autres. Il y a personne qui laisse l'autre derrière. Il y a comme une collégialité. C'est la grosse différence. Encore une fois, je parlais du Mali. Si on mangeait, ben, c'était tout le monde ensemble. Puis si quelqu'un traverse dans la rue, c'est comme, hey, viens manger avec nous. Ouais. C'est impoli de refuser. Il y a toujours cette question du social. Donc, est-ce qu'on peut vivre dans une société à la fois confortable matériellement et avec une pensée pour les communautés, les autres? Je le souhaite. C'est une très bonne question, tellement que présentement, ce qui nous aide pas, ce sont les téléphones cellulaires, mais il y a quand même cette loi 34, C34, qui continue de faire réagir. Ben, je vais vous en reparler parce qu'on s'en est parlé au début de la saison, puis c'est quelque chose qu'on va suivre tout l'été parce que le Parlement va recommencer à l'automne, puis ça va être, selon moi, un des sujets de conversation les plus importants. C'est la fameuse loi qui propose, entre autres, et je spécifie entre autres, d'empêcher les gens de moins de 16 ans d'avoir accès aux réseaux sociaux. C'est la fameuse question, est-ce qu'on devrait bannir les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans? Mais c'est pas juste ça. Ça crée un nouvel organisme de légifération de l'Internet, un genre de CRTC du web. Ça se penche aussi sur un autre sujet complètement, mais si t'as du matériel vidéo, notamment sur les sites pornographiques, tu n'as pas consenti à être dans cette vidéo-là, mais ça force les distributeurs
à les enlever en dedans de 24 heures. Sous peine d'amende. Oui, on parle de 10 millions de dollars ou jusqu'à 3% du revenu global. Donc, on s'entend pour, mettons, Facebook ou une grosse compagnie, c'est ça très peut... punitif. Exact, être très punitif. Il y a aussi une question, on se parle juste sur les fameux chatbots, les interactions d'humains qui interagissent avec une machine. Donc, tu sais, ça, c'est beaucoup de choses en même temps. Et je voulais faire une petite mise à jour parce que, en fin de semaine, j'ai croisé Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur. Il était de passage à Salut Bonjour. Puis là, moi, je me dis, bon, c'est pas moi qui fais l'entrevue, mais j'ai peut-être une petite seconde après pour aller lui poser une question. Je me dis, j'ai 30 secondes avec Pierre Poilievre. De quoi je lui parle? J'ai tout de suite commencé en disant, c'est 34. Est-ce que c'est tout pas bon? Is C34 all bad? Puis il a pris une seconde pour se poser parce qu'il y a bien des enjeux en même temps dans sa tête. Puis lui-même semblait incertain. Puis il me disait, on est en train de l'analyser. On va sortir, nous les conservateurs, notre version de cette loi. Mais je ramène ma première lecture, c'est que c'est beaucoup de choses en même temps. Tu sais, j'aimerais que ce soit des débats qu'on puisse tous faire indépendamment parce qu'il y a des trucs qui me semblent d'une évidence. Alors que quand on revient sur la question des médias sociaux pour les moins de 16 ans, ça va causer des débats qui ne devraient pas, selon moi, avoir un impact sur le reste de la loi. Puis c'est vrai que c'est mêlant parce que quand on regarde aussi ce qui se passe à l'international, à chaque fois aussi, on entend d'autres affaires. Tu sais, comme là, le gouvernement britannique qui annonce le couvre-feu numérique pour les adolescents. Whoop, une autre variable. Oui, exact. Puis c'est une nouvelle manière de le penser. Alors qu'en Australie, on avait vu que c'était tous les gens en bas de 16 ans qui n'avaient plus accès. Bon, il y en a qui réussissent à contourner. On l'a vu, selon certaines études, plusieurs personnes contournent. Selon d'autres études, ça a un effet environ sur 50% des ados. Ce qui est majeur. Exact, ce qui est quand même défendable. Bon, ça dépend aussi où est-ce qu'on regarde. Mais là, cette nouvelle procédure qui ressemble un peu à ce que la Chine a fait il y a des années au niveau des jeux vidéo. On fermait pour les jeunes les jeux vidéo d'une certaine heure à une certaine heure. Et même, je lisais davantage des témoignages ce matin sur la Chine qui disaient, même dans les jeux vidéo, si par exemple, le bout du jeu, c'est d'obtenir plus de points ou plus d'expérience, mais en Chine, à partir d'un certain nombre de temps, pour les jeunes, c'était plus bon dans le jeu de continuer de jouer. Ça servait à rien. C'est bon. Exact. Alors là, c'est carrément dans l'identité du jeu vidéo en tant que tel. Ça, c'est très compliqué à légiférer, là, surtout pour des démocraties comme la nôtre. Mais bref, très intéressant. Une nouvelle manière de le voir. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas fou. Tu sais, je pense que, évidemment, on veut peut-être avoir accès aux fonctions de messagerie à minuit, là, si on a besoin de rejoindre quelque chose. En même temps, pour les jeunes, on veut qu'ils dorment, on veut qu'ils soient, tu sais, le plus en santé possible. Puis c'est vrai que c'est rare qu'il y a des jeunes qui travaillent de nuit, disons, là, tu sais. Donc, il y a quand même un certain sens. Mais maintenant, comment on l'applique, comment on réussit à identifier les jeunes. Il y a toute la question en Angleterre, mais qui va aussi arriver au Canada, de comment on réussit à carter efficacement sur Internet, comment on peut prouver que c'est un jeune. Parce que là, c'est tous les autres citoyens qui soudainement sont fichés par le gouvernement d'une manière ou d'une autre. Comment ça peut être fait de manière sécuritaire? Est-ce que c'est des compagnies privées qui vont le faire pour le gouvernement? T'sais, on sait que quand on touche le numérique, autant au fédéral qu'au provincial, c'est pas facile. Pas facile. Déjà, présentement, juste quelqu'un qui te demande est-ce que tu as 18 ans, là, c'est facile de cocher oui, cocher non. Là. Ben oui, complètement. Je veux dire, on faisait ça, on avait ça, 12-13 ans. C'est pas une vraie vérification, non. Exact. Donc là, est-ce que c'est de question lié d'assurance, avec... peut-être, là, juste seulement. Là. Ouais. Je sais qu'on en a déjà parlé avec toi, Fred, il y a quelques semaines, mais justement, t'es papa maintenant, puis tu sais, t'es un gars aussi qui est né de l'Internet, t'as un point de vue, évidemment, sur ces projets de loi. En tant que père, là, tu sais, c'est quoi ta réflexion sur l'accès aux réseaux sociaux? Parce qu'on sait que ça a un impact, ça peut avoir un impact sur la santé mentale des jeunes, ça peut avoir un impact négatif. Toi-même, là, si c'était toi qui décidais, là, mettons, là, tu ferais quoi? C'est vraiment une bonne question parce que je ramène toujours la responsabilité parentale. Tu sais, moi, je prétends pas savoir comment élever les enfants des autres là, à un certain point. Tu sais, j'ai mes opinions, j'ai mes expériences, mais j'aime bien l'idée que moi et ma blonde, on peut choisir comment ma fille va accéder aux médias, au pluriel en général, incluant les médias sociaux. Mais après ça, là où je suis sensible à l'argumentaire opposé, c'est les parents qui nous disent « Oui, mais on arrive à l'école, toutes les filles de 12 ans ont un téléphone cellulaire. Si mon enfant l'a pas, elle se sent isolée, se sent rejetée. Puis si elle n'est pas sur Instagram comme les autres, ben elle se sent exclue du groupe. » C'est sûr d'où l'intérêt que ça vienne d'en haut. Là. Exact. Je suis pas grand partisan d'intervention gouvernementale, mais c'est un enjeu de coordination. Puis ça, la seule question maintenant, c'est la compétence, puis tu en as parlé, Fred. C'est là où on se questionne. Et un autre fait très intéressant de cette loi, de ce projet de loi, puis ça touche ce qu'on vient de dire, c'est quoi la réelle pogne? Comment ils vont réussir à le faire? Parce que selon mes premières lectures du projet de loi, il est question que chaque média social ait la responsabilité de démontrer au gouvernement qu'ils ont peut-être une version pour les 16 ans et moins qui est
plus sécuritaire ou moins dommageable. Donc, j'ai l'impression aussi que c'est une tentative plus de se donner une grippe et puis de négocier. Là, est-ce que le gouvernement fédéral va dire « Hey, TikTok, prouvez-moi que c'est pas mauvais, sinon payez des programmes d'intervention pour X, Y, Z. Hey, Facebook, hey, Google, etc. » Puis il y a quelque chose quand même dans l'espèce de contrôle d'interdiction qui est à se questionner aussi. Ouais. Ce qui me rassure, c'est que, bon, oui, on va créer un nouvel organisme, mais présentement, dans l'intention, je vois pas vraiment d'idée de censure ou de limite à la liberté d'expression. Je pense qu'on a été plus clair que ce qu'on a déjà tenté dans le passé. Moi, c'est là aussi où je lève un méga drapeau rouge, c'est quand le gouvernement fédéral ou quelconque va commencer à dire quels contenus sont de la désinformation et d'autres le sont moins. Là, ça devient glissant. Là. Ouais, comme ce pays là, qui voulait interdire c'était l'Irlande, je pense, ou le pays de Galles qui voulait interdire les mensonges sur Internet. Oui, mais là, ça, c'est quoi un mensonge? Puis on commence... Exact, on va commencer à 30 secondes, mais la solution oui. à ces jeunes qui veulent toujours être sur le web, c'est peut-être de leur acheter un fossile de tyrannosaure. Exact. Ouais. Et c'est dommage que ce soit aussi cher parce que 50 millions a été vendu un fossile de T-Rex cette semaine. Voilà, si jamais vous vouliez un jour avoir un fossile de T-Rex, ça se passe aux États-Unis. C'est le seul pays au monde où on permet l'achat de fossiles de dinosaures. Et bon, ça a eu lieu récemment. J'ai croisé un fossile de Triceratops à Hong Kong. Oh. J'étais très impressionné. Mais c'était la fois où j'étais le plus proche. Aussi au musée de la nature de New York, on peut avoir des Mais outre les musées, qui veut acheter ça, là? Moi. Mais ouais, mais à 50 millions, t'as beaucoup de sous. Ouais, 50 millions, mais... T'es payé combien pour être ici? Souvent, il y a des personnes richissimes qui vont peut-être prêter leur collection à des musées. Là. C'est ce que je souhaite. J'espère que ce T-Rex va être vu par le public quelque part dans un musée naturel quelconque. Mais sinon, je peux imaginer aussi un excentrique dans sa Batcave dans le sous-sol qui veut montrer son Picasso. Parce que t'es stressé s'il y a un tremblement de terre. Là. C'est mon plus grand rêve, moi, personnellement. Je travaille toute ma vie, c'est organisé autour de peut-être un jour pouvoir m'acheter une Batcave et un fossile de tyrannosaure. Fred Stégosaure Bastien, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, même place, même